Donc, nous sommes heureux d'entendre Max McGuinness, qui est Teaching Fellows en études françaises et francophones à University College Dublin. Il travaille plus spécifiquement sur les rapports entre littérature moderniste et journalisme. Il publie d'ailleurs tout prochainement à Liverpool University Press How the French Modernist Turned Journalism into Literature. Il a travaillé aussi sur la question de la politique et de la place de la politique dans la recherche du temps perdu et a célébré, comme nous, les 100 ans de la mort de Proust par un colloque Irish Proust au mois d'octobre, fin octobre, dans le cadre d'un projet d'études plus large qui vise à étudier les échanges littéraires franco-irlandais. Il nous propose aujourd'hui d'étudier Proust et la bataille journalistique. Nous vous écoutons. Je vous remercie de cette introduction, Mathieu. Dans cette communication sur Proust et la bataille journalistique, il s'agit d'examiner les interactions entre Proust et la presse, en particulier ses relations avec certains critiques littéraires, et de réfléchir sur leur importance pour le développement de son œuvre. Je vais discuter de quelques échanges épistolaires que Françoise Leriche avait explorés hier, mais espère-je d'un point de vue un peu différent. Mon titre est calqué sur celui du livre d'Alain Pagès, La bataille littéraire, publié chez Séguier en 1989, où il décrit les débats rudes, véhéments, autour du Germinal de Zola au milieu des années 1880. À cette époque-là, il existait entre l'écrivain et le journaliste, écrit Pagès, un face-à-face intellectuel beaucoup plus direct et beaucoup plus violent. Loin des regards complaisants, la joute s'exerçait sur une scène qui ne ressemblait guère à celle que nous connaissons actuellement. Le terrain de cette bataille était la presse, alors en pleine expansion à l'apogée de la civilisation du journal, pour reprendre le titre d'un livre collectif sorti il y a une dizaine d'années. C'est dans les journaux et dans les revues que les partisans et les adversaires du naturalisme, des publicistes comme Jules Lemaître et Ferdinand Brunetière, s'affrontaient. Et Zola lui-même prend à partie ses critiques dans les pages de ces mêmes périodiques. Cette bataille était donc à la fois une bataille littéraire et une bataille journalistique. Pour triompher au sein du champ littéraire, il était nécessaire de faire la conquête du champ journalistique. Alors, est-ce que ces combats étaient toujours aussi exigeants, aussi violents, quelques décennies plus tard, au moment où Proust publie sa recherche? Eh bien, oui et non. D'un côté, l'agression de ce que Thierry Laget appelle l'émeute littéraire déclenchée par le prix Goncourt de 1919 n'a rien à envier à la génération précédente. De l'autre côté, le ton de la critique journalistique avait évolué. Des critiques comme Paul Soudet, Jean de Pierrefeu et Henri Guéon, qui rendent compte de la recherche lors de sa publication, sans toujours l'approuver, peuvent être moqueurs et caustiques. Mais il se passe en général de la véhémence rhétorique qui caractérise les éreintements de précurseurs comme Brunetière,
voire Léon Bloy. Ce changement provient sans doute de la professionnalisation des études littéraires sous l'impulsion de Gustave Lançon. Bien que ces critiques soient en général loin d'être acquis à l'histoire littéraire lançonienne, il semble reconnaître que la critique journalistique doit se doter à son tour d'une forme plus sobre et plus méthodique. À l'ère de Lançon, le tonnerre polémique de la critique de la fin de siècle s'estompe. Quant à Proust, il ne prend guère plaisir à l'émeute littéraire et fait de son mieux pour se tenir à l'écart d'elle. En même temps, il s'engage bien à sa manière dans une bataille journalistique pour promouvoir et défendre son œuvre. Proust, on le sait bien, a ce que Françoise Le Riche appelle un sens publicitaire aigu. Il fait écrire des articles de complaisance à ses amis. Il insère des échos payés dans la presse. Et il ne cesse de harceler Gaston Gallimard pour que son éditeur fasse de la publicité pour ses livres. En outre, comme Zola, et même avec beaucoup plus d'assiduité que lui, Proust écrit à ses critiques pour essayer de les gagner à sa cause. Mais là où Zola avait souvent recours à des lettres ouvertes pour faire du bruit autour de lui-même, pour corriger des erreurs et pour exposer sa vision littéraire, Proust a tendance à agir plus discrètement et souvent avec plus de charme. Quand il trouve qu'un critique méconnaît son œuvre, Proust se donne beaucoup de peine pour le persuader du mal-fondé de ses jugements. Et parfois, il l'invite même à dîner au Ritz. À la mort de Proust, Paul Soudet, sans doute le critique littéraire le plus influent de l'époque, rappelle que, je cite, « Pour dissiper le moindre malentendu, littéraire ou autre, sans importance ou qui n'existait même que dans son imagination, il rédigeait des lettres de 15 ou 20 pages, toujours si urgentes à son avis qu'il les expédiait d'art par commissionnaire. » Alors, Soudet traite les lettres de Proust à la légère ici. Or, ces malentendus avaient une grande importance pour Proust, à la fois parce qu'il voulait être compris et parce que celui qui avait ébauché son essai narratif au sujet de Sainte-Beuve comprenait bien le pouvoir de la critique. En décembre 1913, Soudet publie un assez long article sur Du côté de chez Swann dans Le Temps, où, malgré quelques louanges du talent et de l'imagination de Proust, il brosse un portrait globalement désobligeant du roman qu'il traite de souvenirs d'enfance. Soudet fustige sa prétendue obscurité, sa langueur excessive, son écriture surchargée, dit-il, ainsi que son manque de structure et les fautes de français qui pullulent dans un volume dont les épreuves avaient été, après tout, mal corrigées. Proust pense d'abord à exercer son droit de réponse dans les pages du Temps, comme l'aurait fait Zola à son heure.
Puis il suggère à André Bonnier du Figaro que son ami ajoute quelques lignes de lui-même à un article pour, je cite, « se venger de ce méchant ». Finalement, Proust se limite à écrire une courte lettre à Sodé où il souligne du tac au tac les coquilles ainsi que la fausse attribution d'une citation dans l'article de ce dernier. Pour l'instant, la colère de Proust semble perturber son jugement et l'empêcher de mener à bien la bataille journalistique. Il cherche toujours une tactique et un défouloir qui lui conviennent. Et c'est cela qu'il commence à développer le mois suivant quand il écrit à Henri Guéon, après que ce dernier a publié un compte-rendu du côté de chez Swann dans la Nouvelle Revue Française. Ce qui dérange Proust dans cet article, entre autres, c'est l'amalgame de l'homme et de l'œuvre, et c'est ce qui deviendra un thème récurrent de la réception proustienne. Selon Guéon, Proust venait d'écrire une œuvre de loisir. Et s'il avait écrit une œuvre de loisir, c'est parce que son auteur a devant lui tout le temps qu'il faut. Guéon renchérit en affirmant que, je reprends la citation, « Monsieur Proust ne nous fera pas même grâce de Madame Sazera avec son paquet de gâteaux. Il suffit qu'il se souvienne de l'avoir vu à l'église une fois. » Dans sa lettre à Guéon, qui est longue, Proust commence par insister à juste titre sur le travail que cette prétendue œuvre de loisir lui a coûté. Puis il répond au colibé sur le souvenir de Madame Sazera. « Vous croyez que je parle de Madame Sazera parce que je n'ose pas omettre que je l'ai vue ce jour-là. Mais je ne l'ai jamais vue. Tous mes personnages, toutes les circonstances de mon livre sont inventées dans un but de signification. Je n'ai jamais entendu raconter l'histoire de Swann, j'ai voulu montrer, mais cela m'entraînerait trop loin. » Ces efforts de prendre ses distances vis-à-vis de son œuvre deviendront un thème récurrent des interactions entre Proust et la presse. Déjà dans son interview avec Élie-Joseph Bois du Temps de novembre 1913, dont Proust, d'après les analyses de Nathalie Moréac, aurait écrit et dicté le texte, ou dicté le texte, Proust affirme qu'il y a un personnage qui raconte, qui dit « je » et qui n'est pas moi. Par la suite, lors de la sortie d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il se plaint auprès de son ami Jean-Louis Vaudoyer, lui-même journaliste, que d'autres critiques, méconnaissant la composition serrée de mon ouvrage, ont l'air de dire que je fais des mémoires et écris au fil de mes souvenirs. Proust prend soin également d'insister là-dessus dans une lettre envoyée à Sodé avant que celui-ci rédige sa critique à lui des jeunes filles. Je cite, « Je vois des lecteurs s'imaginer que j'écris en me fiant à d'arbitraires et fortuites associations d'idées, l'histoire de ma vie. » Fin de citation. Si
Proust veut prévenir des lectures autobiographiques de son œuvre, c'est évidemment parce qu'elles vont à l'encontre de sa vision de l'art littéraire et de la distinction entre le moi social et le moi profond, tel qu'il avait ébauché dans son Contre Sainte-Beuve. Cette aversion pourrait provenir également des connotations quelque peu superficielles de souvenir ou de mémoire en tant que genre littéraire. Les critiques reprochent souvent à la recherche de manquer de structure ou de composition. Et ce prétendu défaut est après tout le propre, une caractéristique essentielle des mémoires et des souvenirs. Dans ses lettres à ses critiques, Proust ne cesse en effet de leur dire que son œuvre est méticuleusement structurée et que cela leur deviendra tout à fait clair quand ils auront lu le dernier tome qui n'est pas encore paru. Enfin, Proust s'inquiète sans doute de réactions potentielles à son portrait de l'homosexualité, du sadisme et de la profanation parentale. Comme le souligne Mathieu Vernet dans la nouvelle édition des Essais, ce sont des préoccupations majeures déjà au moment de la rédaction du Contre Sainte-Beuve. Je cite, « Prétendre à l'existence, écrit Mathieu, d'une frontière étanche entre un auteur et son œuvre permet à Proust de mettre à distance ses propres écrits. » Fin de citation. Qu'en est-il de ces efforts? Est-ce que Proust remporte cette phase de sa bataille journalistique en convertissant ses critiques et en dissipant ses malentendus à l'égard de son œuvre? Eh bien, pas vraiment. Prenons le cas de Seudet. Dans son feuilleton consacré aux jeunes filles, qui est, dans l'ensemble, élogieux, à la différence de son premier article, le critique du temps ne fléchit pourtant point devant les explications de son auteur. Je cite, « Du côté de chez Swann était le tableau de ses impressions d'enfance. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, compte, comme dit Loti, celle de sa prime jeunesse. » Autrement dit, d'après Seudet, c'est bien le tableau de sa vie, de la vie de l'auteur, de Proust lui-même. En outre, ayant remarqué l'admiration béate de Madame de Villeparisis pour Sainte-Beuve dans ce deuxième tome, et ayant lu la préface au propos d'un peintre de Jacques-Émile Blanche, où Proust développe sa critique de la méthode beuvienne, Proust fait part ici de son désaccord. Et la vieille marquise de Villeparisis, écrit Seudet, qui a jadis entrevu Chateaubriand, Balzac, Hugo, Vigny, Stendhal, ou a été renseignée sur eux de première main par ses parents, et qui ne croit pas du tout à cette fameuse supériorité de gens moins agréables, en somme, qu'un Molé, un Pasquier ou un Salvandi, c'est ici une critique des critiques à la Sainte-Beuve. On peut voir dans la préface au propos d'un peintre de David Adégat, de M. Jacques-Émile Blanche, que M. Marcel Proust regarde l'étude biographique et les relations personnelles avec les grands hommes, non comme une aide, mais comme un empêchement à sentir leur grandeur véritable. C'est un point de vue discutable d'ailleurs, et sans doute plus exact quand il s'agit d'une caillette comme Madame de Villeparisis, que d'un historien comme Sainte-Beuve, dont la méthode reste excellente, malgré quelques erreurs de fait.
Ce passage témoigne d'une situation paradoxale. Car Seudet a des relations personnelles avec Proust. Ils se sont rencontrés et Proust, qui s'oppose à Sainte-Beuve, veut se servir de ces relations pour orienter la critique de Seudet à son égard. Il veut finalement que le critique fasse confiance à la parole de l'homme en jugeant son œuvre. Le critique, quant à lui, n'accepte pas ses commentaires et se fie plutôt au texte et sans doute à ses impressions du caractère de son auteur pour justifier une lecture autobiographique de la recherche. Il y a donc un peu de Sainte-Beuve des deux côtés. Et la question des rapports entre l'homme et l'œuvre deviendra par la suite encore plus complexe. Proust changera de stratégie. Il n'arrive pas à persuader ses critiques que son héros n'est pas lui-même. Et jusqu'à ce point, Proust a, d'une certaine manière, entrepris un assaut frontal contre eux. Il leur écrit, en gros, pour leur dire ce qu'ils devraient penser de son œuvre. Et il n'est guère surprenant que les critiques ne lui donnent pas raison. À partir de 1920, l'approche de Proust commence à devenir plus rusée, plus subtile. Il cède un peu de terrain pour mieux sauter et pour contourner ses critiques par le flanc. D'abord, il commence à les inviter à dîner. Il met donc en avant son moi social parmi les mêmes critiques qui sont enclins à s'en servir pour juger et interpréter son œuvre. Puis, dans ses lettres, il semble baisser les bras un peu sur cette question. Jean de Pierrefeu, critique du Journal des débats, y écrit un court article relatif au prix Goncourt en décembre 1919, où il méprise Proust comme un scaphandrier de sa mémoire et comme l'esclave de cette pénible recherche dans les ténèbres de son moi. Comme d'habitude, une lecture biographique est assumée. Et je reprends le début de cette première citation. « Monsieur Proust n'est pas de ces auteurs qui cherchent un sujet. Il s'est pris lui-même comme matière de ses ouvrages. Un beau jour, jugeant qu'il avait assez vécu, il a recommencé sa vie par le souvenir. » Pierrefeu écrira un deuxième plus long article le mois suivant, qui n'est guère plus favorable. Et toujours comme d'habitude, Proust écrit 2 lettres à Pierrefeu pour contester ses propos. Or, Proust dit finalement assez peu de la question biographique dans ses lettres. Et quand il l'aborde en passant, il y a un glissement significatif. Je prends la deuxième citation. « Le personnage, écrit Proust, qui dit « je » et qui n'est pas toujours moi, se trompe du tout au tout pendant 2 volumes sur Monsieur de Charlus, sur Albertine et sur la marquise de Villeparisis. » En 1913, dans son interview avec Le Temps, Proust avait affirmé tout court que ce personnage qui dit « je » n'est pas lui. L'ajout de ce « toujours » dans la lettre à Pierrefeu modifie profondément le sens de l'énoncé. Puis, à la fin de cette année-là, Proust écrit à Seudet, après que le critique a publié un compte-rendu peu favorable du côté de Guermantes I. Et dans cette lettre, l'écrivain rompt de nouveau avec sa posture précédente. Il y révèle que Geneviève Strauss serait le modèle de la duchesse de Guermantes, ce qui brouille encore la frontière entre la fiction et sa propre vie. Je n'ai pu trouver, écrit Proust, mon modèle que chez une femme non née, Madame Strauss, la veuve de Bizet.
non seulement les mots cités sont d'elle, elle n'a pas voulu que je dise son nom dans le livre, mais j'ai pastiché sa conversation. Tout en rapprochant son œuvre de ses propres expériences, Proust met l'accent sur la complexité de ses liens, sur la complexité de sa lien et de sa méthode créative. Madame Strauss, à la différence de la duchesse, est bien une femme non née. Elle est bourgeoise, juive et dreyfusarde. Elle est donc bien un modèle et non pas la version réelle de la duchesse de Guermantes. Il en ressort que la recherche n'est nullement un roman à clé. Il s'agit d'un roman fondé sur le réel où tout a été réimaginé. Ainsi, Proust donne-t-il à Seurat un aperçu de son travail d'écrivain qui semble valider des interprétations biographiques tout en les déstabilisant. Il est devenu plus franc, mais en même temps plus nuancé. C'est comme pour dire « Oui, enfin, mon cher Seurat, j'ai mis du moi partout dans ce livre, mais vous faites systématiquement des rapprochements trop faciles car vous manquez d'imagination et vous ne comprenez pas ce que ce sont la création artistique et le moi profond. » Pourquoi Proust opère-t-il ce changement de stratégie vers 1920 ? C'est peut-être parce que son succès, dont le prix Goncourt, lui a donné plus d'assurance. Il trouve des lecteurs et il dépend moins de la critique qu'auparavant. Ce que Proust appelle le mauvais Seurat de 1920 ne le gêne pas beaucoup, à la différence du compte-rendu du côté de chez Swann, qu'il avait mis en colère. On commencera bientôt même à parler de Proust comme candidat au prix Nobel. Il en résulte que les lettres à ses critiques deviennent moins fréquentes et moins longues pendant les 2 dernières années de sa vie. Et quand il écrit à Seurat en 1922, à la suite de son compte rendu de Sodome et Gomorrhe 2, il s'amuse à ses dépens en pastichant sa critique, où les reproches concernant les prétendues fautes de langue de Proust sont devenus très répétitifs. On ressent que les rapports de force entre l'écrivain et le critique ont bien changé. Un autre aspect de cette nouvelle assurance, c'est que Proust se relance lui-même dans la critique. En janvier 1920, il publie à propos du style de Flaubert dans la NRF. Il s'agit d'une réponse à un article d'Albert Thibaudet pour la même revue, où il avait affirmé que Flaubert écrit mal le français, un peu comme Seurat reproche à Proust ses prétendues fautes de langue, bien que Seurat prenne la défense de Flaubert lors de cette querelle. À la fin de son essai, Proust développe ce parallèle entre le traitement de Flaubert et de lui-même, en ciblant ses propres critiques. Je cite, « Du côté de chez Swann, certaines personnes, même très lettrées, méconnaissant la composition rigoureuse, bien que voilée, crurent que mon roman était une sorte de recueil de souvenirs, s'enchaînant selon les lois fortuites de l'association des idées. Elles citèrent à l'appui de cette contre-vérité des pages ou quelques miettes de madeleine trempées dans une infusion, me rappellent, ou du moins rappellent au narrateur qui dit « je » et qui n'est pas toujours moi, tout un temps de ma vie oublié dans la première partie de l'ouvrage. Or, sans parler en ce moment de la valeur que je me trouve à ces ressouvenirs inconscients sur lesquels j'assois dans le dernier volume,
non encore publié, de mon œuvre, toute ma théorie de l'art et pour m'en tenir au point de vue de la composition, j'avais simplement, pour passer d'un plan à un autre plan, usé non d'un fait, mais de ce que j'avais trouvé plus pur, plus précieux comme jointure, un phénomène de mémoire. Alors, ce paragraphe donne un résumé de toutes les protestations de Proust auprès de ses critiques depuis la sortie du côté de chez Swann. Et n'ayant pas vraiment réussi à les convaincre sur ces points, il réaffirme les principes fondamentaux de son œuvre devant le public pour qu'il puisse juger par lui-même. Proust ouvre de cette manière un nouveau front dans la bataille journalistique en descendant dans la place publique comme le faisait Zola. Ayant agi discrètement en coulisses pour influer sur les critiques, Proust cherche ici à les contourner et à avoir lui-même le dernier mot sur son œuvre. Et tout comme dans ses lettres aux critiques vers cette époque, Proust y aborde la question des rapports entre sa vie et son œuvre avec plus de nuances que dans ses déclarations précédentes. Dans la deuxième phrase de cette citation, il commence même par s'identifier à son narrateur, me rappelle, puis il se ravise tout de suite dans la parenthèse en utilisant une formule identique à celle qu'il employera dans sa lettre à Pierrefeu quelques semaines plus tard. Le narrateur qui dit « je » et qui n'est pas toujours moi. Quelle est l'importance de tout cela pour la recherche? Eh bien, ce glissement discursif coïncide avec une évolution importante de la représentation du héros. C'est dans La prisonnière, publiée à titre posthume en 1923, que Proust approfondit sciemment l'ambiguïté du statut de ce personnage qui dit « je ». Je cite, « Elle retrouvait la parole, elle disait « mon » ou « mon chéri », suivi l'un ou l'autre de mon nom de baptême, ce qui, en donnant au narrateur le même prénom qu'à l'auteur de ce livre, eût fait « mon Marcel », « mon chéri Marcel ». Tout comme le « mon chéri » et « cher Marcel » d'Albertine, plus tard dans le même tome, ce sont des ajouts tardifs au manuscrit. Et je suggère que ces ajouts pourraient être interprétés à l'aune de la dialectique entre Proust et ses critiques. Devant le refus de ses critiques de faire la distinction entre Proust et son narrateur, l'écrivain renchérit à sa manière et joue avec leur obstination. Comme dans sa correspondance et comme dans sa propre critique, il formule l'hypothèse que son narrateur pourrait être lui-même. Ainsi crée-t-il une forme de suspense qui court-circuite habilement le reproche qui n'écrit que des souvenirs ou des mémoires désordonnées, en rendant le statut générique de son œuvre incertain, voire indécidable. Cette inflexion autobiographique sera par la suite approfondie dans le dénouement de l'épisode de l'article du Figaro dans Albertine disparue. En identifiant cet article fictionnel aux petits morceaux rédigés dans la voiture du docteur Perspier d'Encombré, qui reprend, nous l'avons bien discuté depuis hier, le texte d'un article que Proust avait publié dans le Figaro en 1907, Proust fait voir de nouveau ce que son narrateur doit à son créateur. Et c'est dans cet épisode que Proust règle ses comptes avec l'ensemble de la presse, à travers sa critique de Sainte-Beuve, considéré comme le plus grand journaliste littéraire du XIXe siècle. Voici ce qu'il y écrit au sujet du statut esthétique du journalisme
littéraire, après avoir lu son article dans Le Figaro ce matin-là. Je cite, « Une partie de sa beauté, et c'est la tare originelle de ce genre de littérature, dont ne sont pas exceptés les célèbres lundis de Sainte-Beuve, réside dans l'impression qu'elle produit sur les lecteurs. C'est une Vénus collective dont on n'a qu'un membre si l'on s'en tient à la pensée de l'auteur, car elle ne se réalise complète que dans l'esprit de ses lecteurs. En eux, elle s'achève, et comme une foule, fût-elle une élite, n'est pas artiste, ce cachet dernier qu'elle lui donne garde toujours quelque chose d'un peu commun. La méthode biographique de Sainte-Beuve est présentée ici comme un corollaire de son rôle de journaliste. Si Sainte-Beuve cherche le sens d'une œuvre littéraire dans la vie de son auteur, cette approche provient de sa fixation sur ses propres lecteurs. C'est ça la tare originelle du journalisme d'après Proust. Elle dépend trop de l'approbation de ses lecteurs. Comme Sainte-Beuve écrit en pensant à des lecteurs spécifiques, comme la comtesse de Boigne, il s'ensuit qu'il discutera des œuvres d'autres en fonction des rapports entre leurs auteurs et leurs lecteurs. Son erreur, selon Proust, consiste à considérer la littérature comme une Vénus brisée, journalistique, qui aurait besoin de la patte contextuelle pour être reconstruite. Et cela va de même pour souder Pierrefeu et Guéon, entre autres. Il ne cesse de juger la recherche selon le caractère et la vie de son auteur, oisif, mondain, qui n'a pas fait la guerre et qui est obsédé par les broutilles de son existence. Et ce sont eux, me semble-t-il, qui sont visés en même temps que Sainte-Beuve dans ce passage. Proust, finalement, leur donne un peu raison. Comme le remarque Nathalie Mauriac dans le catalogue de la Fabrique de l'œuvre au sujet de l'article au Figaro, je cite, « Exceptionnellement, Proust aura revendiqué ici l'identité entre le héros de son livre et lui-même. » Fin de citation. Et après tout, Proust lui-même, nous l'avons vu, est loin d'être indifférent à l'approbation de ses lecteurs. Or, il contredit en même temps les fondements de cette démarche critique qui méconnaît, d'après lui, le principe de l'art pour l'art. Pour tous ces journalistes beuviens, l'arbre de la vie cache la forêt de la littérature. Ainsi, Proust remporte-t-il sa bataille littéraire et journalistique en modifiant les termes du combat. Il se rapproche finalement de son héros pour souligner à ses critiques que les rapports entre l'homme et l'œuvre n'ont qu'une importance relative et que leur importance ne réside que dans le tissu de l'œuvre et non pas dans les hâtives spéculations biographiques des journalistes. À travers l'épisode du Figaro, il nous rappelle en même temps que le journalisme fait partie, lui aussi, de cette œuvre et de lui-même. Cette bataille relève donc d'une querelle interne que Proust porte au grand jour sans forcément la résoudre. Je vous en remercie. Merci Max. Je vais profiter de cette interruption pour proposer à tout le monde de s'asseoir, à toi le premier et aux personnes qui sont au fond. N'hésitez pas à traverser l'amphithéâtre, il y a pas mal de places de libre de l'autre côté.
Merci, Max, de cette présentation et de l'évocation de cette bataille qui finit par avoir été une victoire pour Proust, comme tu dis, en modifiant les termes du combat. Oui, c'est pas très loyal. Il me semble qu'en court-circuitant ces reproches des journalistes concernant les prétendus souvenirs et les prétendues mémoires qu'il écrit, il arrive à remporter cette bataille. Tu n'as pas parlé du pastiche de Soudé que Proust lui adresse directement je l'ai évoqué en passant. Oui. Oui. Il lui envoie une lettre pour répondre à son compte-rendu, où il pastiche le compte-rendu que Soudé avait écrit. Oui, mais ce pastiche est finalement pas très désagréable. C'est ludique, oui. Donc il s'amuse. Je crois que ce qui est important là-dedans, c'est que Proust ne se préoccupe plus de ce que Soudé écrit de lui, car l'article n'est pas favorable à Proust. Alors, en 1913, l'article de Soudé le met vraiment en colère, et puis 9 ans plus tard, ça n'a plus d'importance pour lui et il peut s'amuser aux dépens de Soudé. Il est plus sûr de lui-même devant la critique.